Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette masterclass qui va être consacrée au recrutement de franchisés. Bonjour. Je vais avoir le plaisir de co-animer cette masterclass avec Olivier Mignot, qui est associé du cabinet Franchise Management. Et on est vraiment ravis avec Olivier et avec nos speakers de pouvoir passer ce moment avec vous. Le recrutement de franchisés, en plus, quand même un des sujets clés du développement en franchise. C'est un des points sur lesquels les pratiques, en plus, sont vraiment en constante évolution. C'est vraiment un des sujets de préoccupation majeurs en franchise. Et d'ailleurs, vous êtes près d'une centaine à vous être inscrits à la masterclass, donc ça montre bien l'intérêt du sujet. Pour en parler aujourd'hui, on a la chance d'avoir des speakers incroyables. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est la diversité. Vous allez voir des réseaux qui sont représentés. On a du réseau émergent à des réseaux plus matures avec des contextes en plus qui sont très différents. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous proposer un moment pendant lequel des franchiseurs vont vous partager leurs connaissances, leurs retours d'expérience, vraiment du vécu sur le sujet du recrutement des franchisés. Vous allez pouvoir bénéficier aussi de l'expertise d'Olivier sur le sujet. Olivier qui a déjà accompagné énormément de franchiseurs sur cette thématique et sur pas mal d'autres thématiques. Et ce que j'aimerais, moi, c'est que vous repartiez en ayant appris des choses, vous ayez des nouveaux éléments de réflexion pour votre recrutement et puis des actions concrètes pour vous développer. Alors, le déroulement que je vous propose, on va faire un petit tour de table rapide pour que les intervenants puissent se présenter. Et puis après, on va aller au cœur du sujet, donc les échanges avec les speakers. Et on va se laisser un petit peu de temps sur la fin pour une partie questions-réponses. Donc surtout, bonjour à tous. Donc il y a plein de bonjours, donc ça fait plaisir. Mais sur le chat à droite, n'hésitez pas à envoyer vos questions au fil de l'eau. On y répondra plutôt sur la fin. On essaiera de répondre à un maximum de questions en fin de séance. Petit tour de table rapide du coup. Peut-être Claire, je te laisse te présenter. Ok, alors bonjour à tous. Donc Claire Lano, moi j'ai fondé il y a pas mal d'années déjà, on va dire 25 ans, donc ça fait longtemps, une agence de garde d'enfants à domicile qui a pour but de venir en aide aux parents pour les enfants de 0 à 12 ans. Et à l'époque, c'était vraiment le début du service à la personne. Et en fait, j'ai utilisé mon propre besoin pour mes enfants de recherche de solutions de garde efficaces, disponibles pour monter un réseau de franchise. Et donc, nous avons 120 points de vente en France avec une douzaine d'agences en propre et le reste en franchise, en France et dans les DOM. Voilà. Merci Claire. Hugo. Super. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Cassou, j'ai 27 ans et je suis le cofondateur de Grecia. Donc Grecia, c'est une ancienne de street food d'inspiration grecque qui a vu le jour en 2023. Actuellement, on a 3 succursales à Lyon. On se développe aussi en franchise. On s'est fait accompagner par l'équipe d'Olivier de Franchise Management pendant 1 an pour structurer le concept. Et on est prêt à s'ouvrir à la franchise et on a nos 2 premières franchises, par ailleurs, qui ouvrent fin d'année. Donc une à Bordeaux et une à Paris. Donc on a un très très jeune réseau pour le moment, on n'a pas encore ouvert de franchise, mais voilà, c'est devant nous et voilà. Cool, merci Hugo. Jean-Marc. Alors, Jean-Marc Morat, je suis le patron de la franchise et du développement international du groupe Blacher, Marie Blacher, les boulangeries. Marie Blacher, c'est aujourd'hui 1,5 milliard à peu près de chiffre d'affaires, 860 boulangeries, 13 000 collaborateurs. Et on a démarré la franchise. Alors nous, on est un jeune réseau, on a 5 ans. Le réseau est né on l'a créé il y a 5 ans. On a démarré la franchise il y a 5 ans. On va passer le cap des 100 franchisés dans les 2 parties, Café de Marie et Boulangerie de Marie, à la fin de l'année. On sera à 98, donc quasiment à 100, et avec une centaine d'ouvertures prévues pour l'année prochaine. Wow. Merci Jean-Marc. Olivier. Donc Olivier, je suis le directeur général de Franchise Management. On existe depuis plus de 35 ans et on a accompagné plus de 530 réseaux. Et ce que je tenais à souligner, c'est la qualité des franchiseurs qu'il y a autour de la table, parce que ce sont des gens sérieux et la franchise, c'est un système performant, mais les résultats ne sont pas dus au hasard, ils sont dus à de la rigueur et de la méthode, et on a la chance d'avoir des franchiseurs à différents stades, comme tu l'as dit, mais aussi des gens sérieux, et c'est important de le souligner, ce qui donne autant de crédibilité aux témoignages qu'ils vont apporter. Voilà. Bon.
Merci Olivier. Et donc Laurent Leclerc, donc moi je suis cofondateur de SmapUn, ce qui est l'application de géomarketing qui est la plus utilisée par les franchiseurs en France pour leur développement et également pour piloter la performance des franchisés. Olivier, du coup, je te laisse la main pour introduire le sujet et animer les échanges. Merci. Alors, ce qui est important, on dit en voile, pour savoir où l'on va, c'est important de savoir où l'on est et d'où l'on vient. Et je tenais en fait à rappeler un peu quelques données clés sur la franchise en 2024, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. On associe la franchise à la vitesse, mais c'est important d'avoir quelques repères. Le premier, c'est que, et c'est des données qui sont issues de l'enquête Banque Populaire et de la Fédération française de la franchise qui est faite chaque année, on compte aujourd'hui 2089 réseaux. Pour vous donner une référence, en 98, qui était une belle année pour la France, on avait 530 réseaux. Donc, on a une progression absolument fulgurante du nombre de réseaux. Et ce n'est pas dû au hasard, c'est dû pour une raison simple, c'est que c'est un modèle qui a prouvé en fait sa résilience et sa capacité à générer de la performance. 2 chiffres clés pour l'illustrer. Un taux de réussite à 3 ans de plus de 80%. En moyenne, dans les réseaux, il y a un taux de réussite de 80%, alors qu'on estime qu'en étant un commerçant isolé, on a un taux de réussite de 50%. Et puis, une enquête très intéressante qui a été faite par l'INSEE en 2022 et publiée en 2023, c'est qu'on constate un différentiel de performance de plus de 7% entre les réseaux franchisés et les réseaux succursalistes. Et c'est ce qu'on voit, nous, chez nos clients, comme des réseaux comme Boulanger, on constate une différence de performance à la fois sur la progression de chiffres, mais aussi une donnée intéressante sur la satisfaction client. Chez Boulanger, on constate une progression supérieure à 5 points chez les franchisés par rapport aux succursalistes et une différence de plus de 10 points sur le NPS, c'est-à-dire la satisfaction client. Donc ça, c'est un point qui est important d'avoir en tête. L'autre point, et c'est fondamental, c'est que la taille moyenne des réseaux en 2025, c'est 44 unités. Ça a un peu baissé par rapport à une donnée qu'on avait en 2011 où on était à 55 unités. Donc la taille moyenne des réseaux, c'est 44 unités. Il n'y a que 80% des réseaux qui dépassent les 50 unités et que 2% qui dépassent les 100 unités. Donc, il faut avoir ça, parce qu'on a souvent l'image de la franchise avec des nombres hallucinants comme McDonald's, Carrefour ou d'autres. Mais la franchise, c'est avant tout un métier d'entrepreneurs, de TPE, de PME à destination d'entrepreneurs locaux. Donc, il faut avoir ce référentiel. L'autre élément, c'est en termes de développement, 2 chiffres clés. C'est le nombre d'ouvertures. Donc, aujourd'hui, c'est une donnée qui est publiée par la fédération chaque année. Le nombre d'ouvertures, en fait, a été l'année dernière en moyenne de 9 ouvertures de points de vente par année. Ce chiffre, il a légèrement baissé. Sur ces 3 dernières années, on était sur un rythme de 12. Et c'est la première fois qu'il baisse un peu. Alors, ce n'est pas dramatique. 9 ouvertures, c'est encore beau. Mais c'est un chiffre qu'il faut avoir en tête. On a quand même une tension sur le nombre de candidats. L'autre élément qui est important, c'est l'effort qu'il faut faire pour aller chercher des franchisés. On estime aujourd'hui, c'est les données qui sont remontées par l'ensemble des CRM franchiseurs, Cerca, Lexica et d'autres, on a à peu près un taux de conversion de 100 pour 1 à 4 franchisés. Donc, il faut 100 candidats pour aller chercher 1 à 4 franchisés. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir le retour opérationnel des franchiseurs sur les faits marquants qu'on a eus sur le développement. Le premier point où ça m'intéresse d'avoir le retour, c'est qu'on a vu en fait ces dernières années un changement des stratégies de développement par rapport à la pénurie de candidats, notamment avec l'arrivée de la multifranchise, c'est-à-dire de permettre à un franchisé d'avoir plusieurs points de vente. C'était une première stratégie qui a été mise en place. Une deuxième stratégie qui a été de donner accès à la franchise à des profils investisseurs, donc des gens qui ne sont pas opérationnels. Et puis enfin, depuis la crise Covid, on a vu l'arrivée de la plurifranchise. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire un tour de table pour avoir le retour d'expérience des franchiseurs sur ces stratégies. Est-ce qu'ils les ont mis en place? Est-ce qu'ils pensent que ce sont des bonnes stratégies ou pas? Peut-être commencer par Claire sur son expérience de franchiseur, sur la multi, la pluri et la franchise pour les investisseurs.
Ok, donc nous, on a toujours eu des profils d'opérationnels, c'est-à-dire des gens qui vont gérer eux-mêmes leurs agences, qui vont démarrer seuls et qui vont recruter au fur et à mesure. Évidemment, avec la réussite éprouvée de beaucoup d'entre eux, on est très vite arrivé à la multi-franchise. Et on a aujourd'hui 32% de nos franchisés qui sont multi-franchisés, qui représentent plus de 65% de nos agences sur 120. On a tout un process pour les accompagner en multi, parce que évidemment, tout le monde ne peut pas s'ouvrir à un multi. Il faut rassembler un certain nombre de critères. Je parle lentement parce qu'il y a un bruit derrière. Donc, il faut rassembler un certain nombre de critères qui sont des critères opérationnels de réussite au niveau des KPI de l'enseigne. Et il faut aussi accepter un parcours de formation dédié pour le franchisé et pour les aujourd'hui, on voit que même dans notre réseau où ça marche bien la multifranchise, on a depuis 2 ans, un petit peu moins de gens qui veulent franchir le pas de la multifranchise. Donc on s'est posé la question pourquoi. Donc récemment, on a acquis une autre enseigne, donc on s'est diversifié, toujours dans le secteur des services à la personne. On a également acheté une enseigne, un petit réseau de ménage et d'entretien de la maison. Et donc aujourd'hui, les franchisés ont la possibilité déjà d'avoir une deuxième enseigne, ce qui leur offre des perspectives nouvelles. Okay, je pourrais peut-être redévelopper sur d'autres sujets après. Okay, donc, ce qu'on retient, c'est multifranchise, c'est vraiment rentrer dans l'ADN, centré sur de l'opérationnel, pas de profil investisseur, et puis l'arrivée d'un véhicule nouveau, complémentaire d'une activité, avec Bonjour, sur un sujet assez récent. Jean-Marc, chez Marie Blachère, sur ces 3 stratégies, quel est le niveau d'implication, quel est le retour? Alors, chez Marie Blachère, on est contre la pluri-franchise. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'accepte pas qu'un franchisé ait une Marie Blachère, puis à côté ait déjà de la restauration rapide, c'est interdit contractuellement. Donc, il ne peut pas développer une autre activité dans le domaine de la restauration rapide ou dans la boulangerie, bien évidemment. Et la multifranchise, oui, c'est-à-dire que la plupart des franchisés ont l'objectif de vouloir en avoir une deuxième, puis une troisième. Donc, on accepte 3 boulangeries maximum par candidat. Et quant aux investisseurs, les investisseurs, on a fait simplement on va dire un cas particulier pour la grande distribution, type Super U, type Intermarché, tous ces gens-là qui aujourd'hui souhaitent avoir une Marie Blachère près de chez eux parce qu'on est devenu un lieu de destination. On leur impose de venir avec un référent. C'est-à-dire que quand ils viennent prendre une franchise Marie Blachère, ils doivent venir avec quelqu'un qui va avoir ces 6 mois de formation. Donc, et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut l'embarquer dans le projet. Sinon, on n'accepte pas des gens qui veulent investir. Ça, on en a tous les jours, qui veulent acheter une Marie Blachère et qui disent moi, je vais y mettre quelqu'un qui va s'en occuper et moi, je passerai de temps en temps. C'est un métier beaucoup trop complexe. C'est un métier de transformation, c'est un métier artisanal à la boulangerie, en tout cas tel qu'on le fait aujourd'hui. Donc, ça a été essayé et ça a été un échec total. Ok, très bien. Hugo, dans le profil de tes premiers franchisés, tu cherches plutôt des gens qui vont ouvrir qu'un seul établissement, plusieurs établissements. Quel est ton axe stratégique? Alors, on cherche des personnes qui sont amenées à être multifranchisées. On a pour le moment, c'est les profils qu'on va ouvrir fin d'année, c'est de jeunes personnes qui souhaitent du coup devenir multifranchisées. On se ferme par contre à des profils qui souhaitent seulement être investisseurs parce qu'on a besoin et on veut dans notre réseau des personnes qui sont dans le restaurant, de réels commerçants, qui sont on sait que la restauration c'est un secteur où il y a de l'échange, il faut aimer le commerce. Et si on n'est pas dans son restaurant, ça fonctionne pas comme on aimerait que ça fonctionne. Donc, on cherche des personnes commerçantes et bien évidemment tourner vers la multifranchise, également plurifranchise, parce qu'il faut savoir que
Récemment, il y a le Grand Feu fondé par Florent Mercier, fondateur également de Pizza Cosy, qui sont rentrés au capital de Grecia. Et en fait, on a pas mal de profils franchisés Pizza Cosy qui sont intéressés par le concept et qui aimeraient du coup ouvrir leur portefeuille de franchise, ouvrir une franchise telle que Grecia demain. Sachant que l'ensemble de l'approvisionnement, du moins une grande partie, part du Grand Feu, de la cuisine centrale, ce qui permettrait aussi de faciliter l'approvisionnement pour nos franchisés de demain. Ok. Ce qui est intéressant par rapport à ce qui est dit ici, et nous, c'est le retour qu'on voit de l'ensemble de nos franchiseurs, c'est effectivement le profil investisseur pur, aujourd'hui, a été essayé et ça a été globalement un échec flagrant. Aujourd'hui, on a vraiment une tension sur l'excellence opérationnelle et qu'aujourd'hui, il faut être sur le terrain, même si on peut avoir plusieurs établissements, il y a vraiment cet impératif d'avoir des gens opérationnels qui savent de quoi ils parlent. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Sur la plurifranchise, il y a vraiment des approches différentes. La finalité, oui, finalement, c'est que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Quand vous êtes investisseur, exactement, vous avez, ça part d'un bon sentiment, mais vous créez une entreprise, quelle qu'elle soit, vous mettez dedans des salariés, donc le niveau d'engagement, il n'est pas à la hauteur de l'investissement. Et le retour sur investissement n'est pas bon, donc finalement, on se retrouve, ça devient déceptif, et un franchisé qui est déçu, c'est un franchisé qui dit à son franchiseur, finalement, j'ai le sentiment de payer et que vous gagnez de l'argent, mais que moi, je n'en gagne pas, et on rentre dans une spirale qui est négative et qui finalement est contagieuse, et en mathématiques, plus, moins égale moins. Donc, tout le monde fait le même constat. Alors, dans la restauration et dans nos métiers de bouche, c'est encore plus difficile parce qu'il y a vraiment une satisfaction qui doit être là, et avec un retour d'expérience et une promesse client qui doit être tenue. Et donc, quand le patron n'est pas là, malheureusement, il y a forcément un écart entre la volonté et le rendu. Ok. Est-ce que je peux ajouter un truc juste par rapport à ça? Olivier, est-ce que je peux juste ajouter un truc? Moi, je pose la question comme ça. C'est, est-ce que notre rôle en tant que franchiseur, c'est pas aussi à apprendre et à sélectionner parmi nos franchisés, à l'intérieur du réseau, ceux qui peuvent avoir un profil d'investisseur interne, en fait. Et je garderai le terme investisseur parce que si tu investis, tout le monde n'est pas éligible, bien sûr. Mais si tu. Un investisseur, pour nous, un investisseur, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. C'est pas quelqu'un qui est dedans. Ah ouais, j'entends. Celui qui est dedans, il a la connaissance, il sait ce qu'il faut, il sait déjà ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il a, bien évidemment, il a son retour d'expérience. Donc, il va savoir s'il peut investir une deuxième et qu'il met quelqu'un de sa famille parce qu'il connaît les problématiques. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le matérialise. La question, Olivier, c'était de dire un investisseur, c'est quelqu'un qui arrive. Au salon, on en a plein qui arrivent et disent voilà, moi j'ai 1 million d'euros et mon rêve, c'est d'avoir une boulangerie. Bon, d'accord, ok. Ce qui est intéressant pour passer, et c'est une bonne transition que tu nous offres, Claire, sur la plurifranchise, il y a vraiment plusieurs positions, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est quelque chose qui est assez jeune. Il y a des choix aujourd'hui d'enseignes qui l'interdisent ou qui la limitent à des stratégies intra-groupe. C'est le cas de Claire, hein, c'est une entreprise qui fait partie de son groupe. C'est le cas aussi du groupe Fournier, hein, qui a Socook, Mobalpa et Pérenne, donc on peut se développer en pluri au sein du groupe. Il y a un vrai questionnement, notamment sur les jeunes générations, parce que les jeunes générations, on voit, c'est un retour d'expérience. Elles arrivent très tôt sur le marché de la franchise, à 25-30 ans, et à 35 ans, ils ont 5 établissements, ça roule, et ils s'ennuient un peu. Et c'est une vraie question, en tout cas, à ouvrir, notamment vis-à-vis des jeunes générations. Nous, c'est le retour qu'on a des réseaux, où ils ont besoin en fait de créer, de s'inspirer. Donc c'est un vrai sujet. Il n'y a pas de questions fermées. Il faut être à l'aise avec son choix, mais il y a vraiment les cultures et on peut les comprendre, hein, d'entreprises comme Marie Blachère qui ne souhaitent pas de plurifranchise et puis d'autres qui l'ouvrent. Je pense que ça dépend aussi de la maturité du réseau. C'est des il y a des métiers qui sont plus exigeants que d'autres aussi. Donc, forcément, il y a des métiers qui sont plus exigeants que les autres. Et qui sont plus intuitus personnels que les Exactement. Autres. Donc, c'est important, c'est peut-être des costumes sur mesure. Deuxième question, et tu l'as un peu évoqué, Claire, on a constaté, et c'est une excellente nouvelle, dans les derniers chiffres de l'enquête Banque Populaire Fédération Française, un rajeunissement très sensible en fait de l'âge des franchisés.
il y a 2 éléments. On est passé en 2011, l'âge moyen des franchisés était de 46 ans. Sur la dernière enquête, on est à 36 ans. Donc, c'est un phénomène qui est extrêmement important. Et un autre phénomène, c'est une donnée nouvelle, 70% des réseaux interviewés lors de cette enquête marquaient en fait en stratégie prioritaire donner l'accès à l'entrepreneuriat à des salariés du franchisé ou du franchiseur. Donc, c'est aussi un phénomène nouveau, un axe nouveau. On dit que les jeunes sont de plus en plus fainéants. Alors, c'est peut-être le cas, mais il y a aussi de plus en plus d'entrepreneurs. Et ce qui est intéressant, c'est de vous, comment vous vivez cette réalité des jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous avez mis en place des véhicules spécifiques pour rendre accessible l'entrepreneuriat des jeunes? Voilà, ça m'intéresse d'avoir votre retour sur ce phénomène de nouvelle génération qui entre massivement avec une très, très forte confiance dans la franchise. Les enquêtes le montrent. Ils connaissent ce modèle, ils sont rassurés. Et j'aimerais bien voir votre retour d'expérience sur l'accès aux salariés. Est-ce que c'est une stratégie que vous avez activée ou pas au sein de vos différentes enseignes? Bon, je peux parler, Olivier, c'est OK. Je reprends la parole. Totalement. Et je vais dire que maintenant, là, si je regarde le pipe actuel, ce qui est très inquiétant, parce que je ne veux pas dire que tout est rose, c'est que c'est de plus en plus compliqué d'avoir des franchisés de l'extérieur, parce que je pense qu'il y a une incertitude. On n'est pas là pour se faire du mal, mais il y a quand même une incertitude, pas que politique, en général sur la prise de risque. Je dirais que la responsabilisation et la prise de risque, voilà. Et en revanche, on a énormément de gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'intérieur, et qui sont nos salariés. Donc, on en a déjà 4 ou 5 en place. Et là, dans le pipe, on a presque, voilà, récemment, en tout cas depuis cet été et septembre, on sent qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'identifient à des parcours de réussite chez nos franchisés, aussi déjà plutôt de la génération de la trentaine. Et là, on a des 23-25, voilà, et qui ont juste parfois sorti d'école ou pas, et qui, bon là, on est conscient qu'en termes d'accompagnement, ça va être autre chose, mais ils se projettent complètement parce qu'ils voient sur les réseaux l'expérience des autres, etc. Donc nous, on a décidé vraiment de mettre ça, vraiment ce qu'on va appeler l'ascenseur social, comme une priorité et quelque chose qu'on va décrire et pour lequel on va avoir des process dès l'embauche finalement, et dès qu'on va repérer des éléments avec un potentiel. Ok, super. Jean-Marc? Alors, nous, sur les 13 000 collaborateurs, on a forcément un vivier qui est très intéressant et très important. On a des porteurs. Alors, une boulangerie, ça coûte à peu près 1 million d'euros. Entre 800 et 1 million d'euros. Vous montez une Marie Blacher. Donc, ce qui fait qu'il faut un apport qui est entre 200 et 300 000 euros. Et ce qui fait que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, on a forcément des gens qui ont plus de maturité et qui sont dans la cible des 40-50 ans quand ils veulent une franchise de type franchise avec un investissement à cette hauteur-là. Mais on a aussi également beaucoup de collaborateurs qui ont du talent, qui sont chez nous depuis quelques années, pour certains 10 ans, 12 ans, et qui ont cette volonté de vouloir s'émanciper à partir de 30 ans. Ils ont besoin de liberté, ils aimeraient accéder à l'entrepreneuriat, mais ils ne peuvent pas. Donc nous, ce qu'on a fait, on a créé un véhicule qui est la location-gérance. Et donc à ce moment-là, on confie des boulangeries Marie Blacher existantes du réseau à des porteurs de projets, locataires gérants, avec un contrat de confiance d'une année, renouvelable une année, et ensuite on leur donne, avec bien évidemment des balises de passage, et quand les balises sont tenues et quand les résultats sont au bout et au rendez-vous, on leur propose de marchepied d'accéder à la franchise et de les accompagner dans ce développement, tout en étant associés avec eux pour pouvoir justement, autour de la table, se présenter auprès des organismes bancaires avec le groupe dans le tour de table. Donc ça, c'est intéressant. On aura transformé cette année 54 candidats comme ça. Et on va en transformer à peu près 50 à 60 l'année prochaine, dans ce format-là. Donc on a 2 formats, le format franchise classique, et on accompagne des salariés à embarquer dans l'entrepreneuriat sous forme de location-gérance, dans un premier temps,
pour accéder à la franchise dans un second temps. Ok, donc vous avez construit un véhicule sur mesure pour accompagner cette stratégie. Hugo, j'ai cru que tu disais dans ta présentation que tes deux premiers franchisés, c'est une sacrée marque de confiance, c'était des salariés. Comment ils ont pu investir? Est-ce qu'il y a eu un accompagnement spécifique? Quel est ton retour là-dessus? Exactement. Nos premiers franchisés qui vont ouvrir à Bordeaux fin d'année, c'était nos deux salariés, donc Dimitri et Evan, qui ont travaillé chez nous pendant 6-8 mois et qui, de base, ne souhaitaient pas ouvrir forcément un concept en franchise ni entreprendre. Et en fait, ils ont adoré le concept et ils ont accumulé de l'apport au fil des mois grâce à leur salaire. Et en fait, si vous voulez, on a la possibilité aussi sur les droits d'entrée de leur faire une réduction par la formation parce que du coup, toute la formation pratique est déduite parce qu'ils l'ont déjà acquise les mois précédents. Donc, ça leur permet davantage de pouvoir d'avoir un coût qui est plus inférieur et de pouvoir entreprendre et ouvrir une franchise. Mais l'aspect social est hyper important pour nous et on préfère faire monter des gens en interne et on sent vraiment que ces candidats, au-delà des personnes qui travaillent chez nous, toutes les prospects qu'on reçoit autour, c'est des personnes qui ont moins de 30 ans. Donc, je vous rejoins sur cet aspect-là en termes d'âge également. Mais bon, on a une très très jeune expérience pour le moment et on n'a pas beaucoup de candidats. Mais du moins, nos premiers sont nos salariés. Donc, ça montre bien que c'est un canal. C'est une marque de confiance. C'est une marque de confiance, exactement. Ouais. C'est Hugo, les franchiseurs qui sont autour de la table ont commencé par une unité et 2 unités. Donc, et c'est toute la raison du réseau de franchise. C'est d'apprendre à marcher avant de vouloir courir et c'est le cas de ton enseigne. Nous, dans les retours d'expérience, c'est bien ce que disait, hein, c'est vraiment une stratégie qui est activée, ce qui nécessite non seulement de changer un peu sa communication parce que on ne parle pas aux jeunes de la même manière, ce n'est pas les mêmes arguments, c'est une approche qui est un peu différente. Et il est essentiel de leur fournir des véhicules. Jean-Marc a évoqué à très juste titre la location de gérance, qui est un véhicule qui est des fois un peu décrié dans l'actualité par rapport à des enseignes qui l'ont mal conduit. Mais c'est un superbe véhicule pour rendre accessible l'entrepreneuriat. Il y a aussi d'autres véhicules comme la franchise participative qui utilisent d'autres réseaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment activer. Moi, je pense que les réseaux qui n'activent pas le recrutement des salariés des franchisés ou des salariés de la tête de réseau seront des réseaux en difficulté. Juste un petit retour d'expérience. Il y a quand même souvent un grand « ça ne marche pas » dans ce recrutement de profils internes. C'est souvent des profils animateurs ou des profils qui nous, on a beaucoup de retours d'expérience sur des profils qui ont un peu plus de mal à passer de l'autre côté. C'est des profils qui souvent croient savoir, mais ils ne savent pas ce que c'est que le métier d'entrepreneur. Donc, il y a quand même une vraie vigilance dans la sélection de ces profils. Il y a des initiatives très positives. Le groupe Weldom, qui fait partie d'ADO, le Roi Merlin, a créé l'école des entrepreneurs avec un cursus de montée en compétences, de sélection, qui commence par un petit webinaire d'1 heure sur qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, puis une journée où les salariés échangent avec des franchisés sur des retours d'expérience. Donc, c'est vraiment une stratégie qui nécessite d'être accompagnée. Autre point qui est important, aujourd'hui, on voit on a une tension sur les candidats. On a de plus en plus d'enseignes, 530 pour plus de 2000 aujourd'hui. Donc, il y a du monde autour de la table et que les bons candidats sont chassés. Et puis, de l'autre côté, on a une explosion en fait des coûts d'acquisition des candidats et des franchisés parce qu'on a la multiplication des salons, le salon de la franchise, les salons régionaux, on a la multiplication des plateformes, on a LinkedIn, on a Insta, on a tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est vous, dans votre stratégie de développement, est-ce que vous constatez un ralentissement ou pas du nombre de candidats? Et comment vous gérez maîtriser le coût d'acquisition des candidats, notamment par rapport à des événements qui mobilisent beaucoup de ressources. Je prends par exemple le salon de la franchise, qui sont des investissements significatifs. Est-ce que vous avez adapté votre stratégie de recrutement par rapport à cette tension des candidats? Peut-être par le même ordre d'idée, Claire, honneur aux dames. De toute façon,
enfin, de toute façon, le nombre de candidats, il a baissé drastiquement. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de se mentir. Hein, donc, après, le coût d'acquisition s'en trouve forcément bien plus important. Ça fait 2 ans qu'on se pose la question de savoir si on retourne sur le salon de la franchise. On le fait. Alors, au-delà du fait que c'est important de montrer son attachement à la franchise et au commerce associé en général, on en fait aussi un événement pour nos franchisés. Donc, on utilise aussi le salon pour la veille ou le lendemain, enfin bref, faire un dîner et remettre des prix aussi en interne. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que ça reste des coûts insupportables si on voulait juste faire de l'acquisition de franchise. Voilà. Et sinon, nous, on travaille avec les jeunes, mais les salariés, mais on n'a pas fini de travailler sur d'autres sourcings. Alors, je ne sais pas si c'est mon micro qui a un problème. D'autres sourcings et on est encore en itération sur tout ça. Hein. Voilà. Ok. Jean-Marc? Nous, on utilise un petit peu tous les canaux conventionnels qui existent. Pas trop la presse écrite. C'est pas quelque chose qu'on a développé. Ces deux, 3 dernières années, on a eu la chance, et j'ai eu la chance finalement que tout le monde s'intéresse à nous. Les médias sont un peu intéressés à nous. Parce que c'est vrai que le groupe Blacher, ça a toujours été un groupe un peu secret, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on s'est un peu livré ces dernières années, mais on s'est un peu montré aussi parce qu'on avait envie aussi d'être vu, puis de séduire finalement. Et le salon de la franchise, c'est un événement, un vrai événement, où il y a vraiment du monde. Et je pense que on a des gens vraiment intéressés. Alors, ils sont comme tous les consommateurs actuels, hein, ils consomment, ils vont d'un stand à l'autre, ils regardent, ils comparent. Il y a le parcours client, il y a le parcours du stand, il y a l'accueil, il y a comment on n'a jamais l'occasion de faire une seconde première bonne impression. Enfin, tout ce que l'on sait déjà du commerce. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, les franchisés nous parlent beaucoup quand même, j'ai constaté ça depuis 1 an à peu près, de rentabilité. Quoi. Tout le monde est un petit peu maintenant obsédé, en fait c'est la conséquence, parce que l'exigence finalement des gens qui prêtent de l'argent disent ouais mais votre concept, est-ce qu'il est rentable? Est-ce que voilà, c'est le côté garanti, donc tout le monde s'intéresse au bas de bilan d'abord, avant de s'intéresser finalement à la qualité de l'enseigne, à la qualité du projet et à tout ce qu'il va falloir faire pour pouvoir gagner de l'argent. Mais il y a toujours autant de candidats. Mais comme vous l'avez souligné, il y a de plus en plus d'enseignes. Donc finalement, c'est toujours une histoire de gâteau. Pour un boulanger, c'est pratique. Et un pâtissier, c'est que c'est toujours un gâteau qui est toujours divisé, puisque avant, il y avait 500 enseignes. Maintenant, il y a 2000 enseignes. Donc forcément, mais je pense que le nombre de candidats est à peu près le même, globalement. Et sauf que l'offre est pléthorique. Donc à un moment donné, il faut se trouver des différences. Et c'est peut-être quand on voit des jeunes qui créent des nouveaux concepts, et on le voit, on a plein de nouveaux concepts. Vous parlez de Pizza Cozy tout à l'heure. Franchement, moi, c'est des jeunes que je connais, que j'ai suivis. C'est bien ce qu'ils font. Et ils ont amené autre chose. Ils ont amené, vous voyez, aujourd'hui, vous avez des gens comme Domino, pour pas les nommer Domino's Pizza, qui sont plutôt en récession. Puis vous avez des jeunes qui montent. Finalement, la roue tourne, c'est qu'une question de diamètre. Donc, à un moment donné, il faut avoir des bons produits au bon prix et être là au bon moment et proposer des bons concepts. Exact. Hugo? Alors nous, on a eu la chance de pouvoir participer au Salon de la franchise l'année dernière avec le groupe Le Grand Feu. Sinon, si on faisait pas partie du groupe, ça aurait été compliqué parce que ça coûte de l'argent. Et on a, grâce au Salon de la franchise, signé Paris, du coup, pour la fin d'année, et éventuellement une deuxième ouverture l'année prochaine. Donc sur à peu près une centaine de prospects. Donc ça reste plutôt positif pour nous. Après, on n'a pas un budget aussi énorme. On est également aussi sur l'Express Franchise, où là, du coup, on n'a pas de signature qui est prévue grâce à l'Express Franchise.
Pour autant, on dépense quand même pas mal d'argent. Donc, c'est assez complexe en tant que jeune réseau d'avoir le budget nécessaire pour aller chercher du prospect et le transformer. Donc c'est une problématique, mais le salon de la franchise, on est plutôt content pour le coup. Ça a permis de faire rayonner la marque aussi. On était les premiers à faire de la street food grecque sur le salon de la franchise. Donc plutôt positif de ce côté-là. Ce qui est intéressant par rapport à tout ce qui a été dit, il y a un vrai enjeu, il y a un double enjeu pour le réseau. C'est pour sélectionner, il faut séduire. Donc il y a un vrai travail de séduction de l'enseigne, de raconter ses différences. Qu'aujourd'hui, il y a ce travail de séduction qui est impératif d'être mené par les enseignes. Donc qu'elles soient incarnées en fait, et on s'aperçoit que les enseignes qui se développent les mieux, ce sont celles qui sont incarnées avec des marqueurs spécifiques. C'est d'autant plus important quand vous êtes dans des métiers moins séduisants pour la presse. J'ai un exemple très criant chez nous qui est un de nos clients qui s'appelle la Compagnie des déboucheurs, qui, comme son nom l'indique, fait des débouchages de toilettes, ce qui n'est pas un métier particulièrement sexy. Mais ils ont développé en fait toute une communication, un univers de marque extrêmement différenciant. Ils ont valorisé la compréhension de leur écosystème économique et c'est des gens qui ont une croissance qui est extrêmement forte. Donc, c'est extrêmement intéressant de raconter ces storytelling, de revisiter de sa com, ne pas hésiter à l'adapter par rapport à sa cible. Je pense qu'on peut tout à fait avoir des plaquettes qui sont différentes si on s'adresse à tel ou tel type de profil. Donc, il faut affiner, avoir des stratégies qui soient un peu plus modulaires. Une autre question, Jean-Marc l'a soulevé quand on a préparé ces échanges, c'est la notion de la data. C'est-à-dire aujourd'hui, les candidats, comment on les traite, comment on mesure son coût d'acquisition du candidat des franchisés, comment utiliser la donnée, est-ce que vous utilisez un logiciel interne, est-ce que vous utilisez une solution de marché? Voilà, ce qui m'intéresse un peu de vous, avant qu'on passe aux questions, d'échanger un peu sur la notion de la data, comment vous utilisez la data de vos franchisés. Peut-être Jean-Marc, c'est toi qui avais soulevé cette question extrêmement intéressante. Voilà, c'est comment vous adressez cette notion de data des franchisés. Alors, nous aujourd'hui, la data, on n'a pas mis en place de carte de fidélité comme tout le monde a fait. Alors, on n'a jamais fait. Pourquoi? Parce que qui dit carte de fidélité dit forcément récompense. Et nous, on essaye de fournir des bons produits au bon prix toute l'année. Et on a une stratégie qui est la promotion permanente. Donc, finalement, on se dit qu'est-ce qu'on peut amener sinon que des promotions sur des promotions ou la récompense sur des promotions, ça va nous emmener plutôt vers le bas. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en pleine réflexion aujourd'hui pour voir comment on fait des tests sur des magasins, comment on va utiliser notre data, et parce qu'on a aujourd'hui 160 millions de passages caisse, donc ça c'est pour cette année. Globalement, on aura ça, on l'avait l'année dernière, donc on sera à peu près dans ces eaux-là cette année. Et finalement, on se dit, qu'est-ce qu'attendent les clients? Donc, on interroge nos clients, finalement, on a mis en place, nous, une équipe dédiée qui, finalement, interroge nos clients physiquement dans les magasins pour connaître les attentes, les remonter au marketing et on les traite. Donc, on n'a pas de data, c'est-à-dire qu'on ne mémorise pas, on n'enregistre pas, on ne push pas encore. Peut-être qu'on le fera, en tout cas on y réfléchit. Est-ce qu'on va abreuver nos clients d'informations? Mais pour envoyer des choses, il faut avoir des choses à dire ou à offrir. Aujourd'hui, finalement, on se rend compte que pour être attractif... Jean-Marc, je te coupe parce qu'il y a cette notion de data client qui est intéressante pour, notamment en géomarketing, de connaître ses clients pour adresser des territoires. C'est quelque chose qui est très important. Mais est-ce que tu utilises un logiciel pour recruter tes franchisés? C'est-à-dire, est-ce que là, il y a la data du côté client, B2C, mais est-ce que tu as une tactique spéciale sur le traitement de tes candidats? Est-ce qu'ils sont rentrés dans un logiciel? Est-ce que tu suis des taux de conversion? Est-ce qu'il y a une animation spécifique sur ton panel de candidats franchisés, en fait? Oui, on a un listing, on a un logiciel, on a une personne dédiée au recrutement, au dossier, on les traite, on connaît notre taux de transformation. Bien évidemment, le salon de la franchise, vous avez un afflux de dossiers
qui en découlent, parce que c'est là où il y a le plus de contacts, mais on fait du teasing tout au long de l'année dans les réseaux que vous avez cités tout à l'heure, et on enregistre ça et on suit nos prospects, parce que ce sont des prospects, on les suit, et en général, un prospect, on le transforme il faut à peu près 24 mois pour le transformer. 24 mois. Oui, c'est assez long. Chez nous, c'est vrai que c'est assez long. Et Claire et Hugo, est-ce que vous utilisez un logiciel? Comment vous surveillez le taux de transformation? Est-ce que vous l'animez? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers par rapport à ça? Alors nous, on n'a pas de logiciel particulier. Par contre, bien évidemment, on garde toutes les informations du prospect et on le suit tout au long du parcours jusqu'à l'ouverture potentielle. Pour le moment, on n'a pas pléthore non plus. Mais pareil, ça prend à peu près du premier contact jusqu'à l'ouverture sur les prospects qu'on a eus qui vont devenir franchisés. Ça prend à peu près 1 an. Donc c'est assez long. Et voilà, ouais. Claire? Ok. Alors, nous, le seul logiciel qu'on ait, c'est une plateforme que tu as citée, une des plateformes leaders du marché, qui permet donc de faire du push aussi, parce qu'on fait des newsletters pour alimenter aussi par rapport aux actus de l'enseigne. En ce qui concerne les taux de conversion, on a un workflow, en fait, c'est possible avec cette plateforme que vous connaissez tous, j'imagine. Et donc, il y a des étapes qui sont prédéfinies par nos équipes, avec une alimentation d'une base documentaire et des actions qui sont en push ou en pull. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a simplifié le parcours pour qu'il y ait plus de conversion et de passage d'une étape à l'autre, parce qu'on a remarqué que finalement, on demandait peut-être trop de choses, notamment peut-être par rapport à des profils plus jeunes. Ça commence par un C. Et souvent une question, c'est quoi la plateforme? Et ça commence par un C, il y a un E, un R, un C et un A. Bon voilà, donc on demandera des RFA. Et en gros, c'est déjà vachement bien. Hein. Franchement, c'est top. Nous, ça nous a changé la vie. On a toute la data. Simplement, je reste persuadée qu'aujourd'hui, c'est pas en attendant que le candidat se connecte et passe à l'étape suivante qu'on va améliorer nos taux de transformation. On est obligé d'être beaucoup plus sur du push. Et moi, je reste persuadée qu'il y a un ensemble de choses à faire. Ce qui est certain, c'est que nous, c'est le fait qu'on ait des campagnes de communication nationales, multilocales, sur les réseaux, sur toutes les cibles, pas que sur la cible franchisée, qui font que la notoriété de l'enseigne et de la marque progresse. Donc, on mesure notre notoriété et on sait qu'on gagne des points de notoriété. Et voilà, et ça aussi, c'est hyper important. On utilise des moyens modernes pour se mettre au niveau justement des attentes des cibles. On fait beaucoup d'influence, on fait beaucoup de vidéos UGC et on va en faire pour les franchisés aussi. Et plein d'autres choses. Mais la mesure et l'exploitation de la data, on peut faire vraiment beaucoup mieux. Je pense que c'est un vrai sujet. Vas-y, Hugo, pardon. La partie CRM et justement data de données de nos futurs franchisés aux prospects, du moins on utilise Lexica, du coup, qui a été aussi créé par Franchise Management et qui nous permet de louper aucune étape pour le parcours du franchisé, ce qui nous facilite les choses et voilà, donc qui nous permet aussi d'avoir des relances, des notifications sur des éléments envoyés ou autres. Ce qui est important par rapport aux data, que ce soit Lexica ou Cerca, qui sont des solutions solides sur le marché, il y a vraiment un enjeu en fait de mesurer, parce que le métier du développement, c'est un centre de coût, il faut vraiment le mesurer. Donc, c'est un élément pour améliorer les process, notamment ce que disait Claire. Nous, ce qu'on constate, c'est que quand il y a une tension sur les candidats, c'est un peu comme quand vous êtes dans le recrutement. Si vous faites passer 10 entretiens aujourd'hui à un informaticien en sécurité informatique, vous n'avez aucune chance de le recruter. Donc, il y a des actions à mettre pour améliorer le taux de transformation. Ça peut être des actions de simplifier les process, de faire moins d'étapes, parce que plus on fait d'étapes, plus on a de chance de perdre le candidat. Ça peut être des éléments
de dire on perd des candidats parce qu'on n'a pas des financements, et dans ce cas, c'est de mettre des partenariats avec des courtiers pour changer l'approche bancaire. Bref, il y a vraiment un gap, une professionnalisation du métier de développeur qui s'est faite, qui est très importante. Le temps tourne et je souhaite vraiment qu'on laisse un peu temps de questions. Il y a qu'un élément qui n'a pas été abordé, mais il concerne plus les réseaux matures et clairs et dans cette configuration. Il y a un vrai enjeu dans le développement, c'est certes le développement par la croissance de nouveaux franchisés, mais il ne faut pas oublier aujourd'hui que beaucoup de réseaux matures arrivent à être confrontés à une problématique qui est le renouvellement de leurs franchisés, et qu'aujourd'hui le développement, c'est aussi anticiper ces éléments, anticiper le renouvellement des franchisés. C'est le cas de beaucoup de réseaux dans la franchise, mais aussi dans les coopératives, où on a une population de franchisés ou d'indépendants qui vieillit. Et ce sujet, il est souvent abordé ou anticipé par les têtes de réseau. Alors, je sais que c'est le cas de Claire qui a identifié cet élément comme un enjeu. Est-ce que tu peux en parler, Claire, rapidement? Parce que c'est bon, ça concerne plus les réseaux matures, on va dire, mais est-ce que pour toi, c'est un sujet? Comment tu l'adresses? Voilà, on t'entend plus, Claire. On t'entend plus. Merci. C'est un sujet parce que quand on est une franchise qui a démarré son développement en 2006, ce qui est notre cas, on a des franchisés qui vont maintenant être en phase de cession de leurs affaires. Il y a déjà eu beaucoup de cessions internes au réseau, donc on les anticipe au maximum. C'est comme les sorties d'ailleurs, comme quand quelqu'un ne va pas bien, on anticipe au maximum et on fait du tam-tam dans le réseau, et au lieu de faire du tam-tam, on accompagne. Donc, en effet, on a déjà pris ça en compte et on fait des process spécifiques à ça. On a déjà eu beaucoup de sessions inter-réseau. Que dire de plus? Quand tu parlais de renouvellement, je pensais aussi au renouvellement tout simplement des contrats. Enfin, oui. Un réseau mature aujourd'hui, finalement, le développement, ça reste un sujet, et ce n'est pas un sujet aussi important que le renouvellement à l'intérieur. C'est-à-dire que même avec des contrats de 7 ans, ça arrive vachement vite. Donc, si tu ne prépares pas tes équipes d'animateurs à des visites d'anticipation, des renouvellements, et effectivement, et en fonction de ta stratégie, qu'est-ce que tu fais au moment des renouvellements? Est-ce que c'est les mêmes zones? Est-ce que tu réduis tes zones? Tout ça, ça se prépare. Parce que comme beaucoup de franchiseurs, au début, on a donné des zones très grandes, et finalement, elles ne sont pas utilement exploitées. Donc, ces sujets-là peuvent se présenter au moment du renouvellement. Mais voilà, effectivement, il y a les deux enjeux pour garder la même taille et les mêmes moyens pour le franchiseur. Voilà. Très, très intéressant, effectivement, il y a les départs à la retraite, mais il y a aussi les renouvellements qui est un élément fondamental. Et le premier développement, c'est renouveler ses contrats. Ça en fait des ambassadeurs. C'est un outil de communication. D'ailleurs, le taux de renouvellement, c'est un indice qui est très sécurisant. Et peut-être, on va profiter qu'on ait Laurent autour de la table, parce que effectivement, c'est quelque chose que tu as évoqué, mais qui est souvent mis en haut de l'affiche. C'est que souvent, les franchiseurs, dans leur phase d'ouverture, ont donné des territoires trop grands. Donc, il y a un taux en fait de pénétration qui est assez faible, et se pose la question de revisiter les territoires pour les optimiser. Laurent, peut-être avoir ton éclairage, parce que oui. via ton application, c'est un sujet central là, aussi dans le développement. Oui, alors c'est effectivement au moment du renouvellement, c'est quand même bien de pouvoir faire un audit de l'existant, et notamment un audit au niveau territorial, donc géomarketing, c'est-à-dire c'est là qu'avoir une base de données client idéalement géolocalisée à minima avec des codes postaux, c'est hyper utile, parce qu'en fait, on va pouvoir se poser avec le franchisé au moment du renouvellement, dire voilà, on constate que sur ta zone, là, tu travailles super bien. Par contre, là, il y a plein de choses à faire et c'est pas fait. Donc, soit, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça peut être des fois redécoupé, et ça peut être aussi l'opportunité d'avoir la place pour un franchisé de plus. Et c'est vrai que sur les réseaux matures où il y a pas beaucoup de place, c'est quand même super intéressant d'avoir la data justement qui va permettre de retravailler le découpage pour se redonner un petit peu d'air sur le développement. Ce que je peux vous proposer, vu l'heure aussi, c'est peut-être je vais balayer les questions, je vais regarder un petit peu. Alors, je vais les prendre dans l'ordre et puis on va regarder un petit peu. Alors, la première, elle est facile. Cette masterclass sera-t-elle disponible en replay? La réponse est oui. Voilà.
Donc oui, on vous enverra aux participants et puis on communiquera de toute façon sur le replay de la masterclass. Une autre question à laquelle Claire, tu as répondu sur le plafond d'agence par franchisé, 6 ou 7. Après, la question, Jean-Marc aussi, je crois, avait évoqué un plafond, c'est 3 agences, hein, c'est ça, côté Blachère? 3, ouais, 3 magasins. Après, je ne sais pas, Olivier, c'est intéressant. Est-ce que tous les réseaux mettent un plafond ou pas? Est-ce que c'est une pratique courante? Alors, ce qui est important dans un réseau, c'est toujours la notion d'équilibre. Ça peut être variable, la table peut être différente. Les Marie Blachère, ce n'est pas du service à la personne. Donc, ce qui est important, c'est de se dire quelle est la notion d'équilibre. Si vous avez des franchisés trop puissants, et on a des réseaux, par exemple, chez Weldom ou chez d'autres, il y a des réseaux, il y a plus de 50 franchisés, enfin des franchisés qui ont plus de 50 unités, ça crée des déséquilibres parce qu'en fait, on est sur des systèmes qui sont… on ne parle pas le même langage. Quand un franchisé il a 50 points de vente et que la moyenne, c'est 3, ça crée des déséquilibres qui ne sont pas bons. Donc, il y a une première question qui est de dire, attention, au sein de nos réseaux, on a le même maillot et si j'ai trop d'écart entre mes franchisés, ça crée des distorsions et ça affecte l'âme du réseau et le collectif. Dans tous les retours d'expérience, et la fédération avait fait d'ailleurs par le comité scientifique une enquête, on montrait que, contrairement aux idées reçues, parce qu'il y a 5-6 ans, l'idée reçue, c'était un franchisé qui, avec une unité, était plus performante, a prouvé qu'un franchisé qui avait 2, 3, 4 unités était plus performant. Mais on a aussi montré qu'au-delà d'un certain nombre d'entités, on avait une dégradation de la performance parce que là, c'est un autre métier. On vient des franchises régionales qui n'ont jamais fonctionné. Donc, c'est une question d'équilibre, donc il n'y a pas une réponse. Il y a un élément qui est important, c'est faire très attention, parce que ça marche pas, de la multifranchise loin des bases. Il y a beaucoup de franchisés qui, à un moment, ont testé 2 franchises à Lyon et une à Rennes. Ça marche pas. Donc voilà, c'est dans les conditions. Attention à l'équilibre et attention à créer ces éléments dans un écosystème local par Nénuphar ou Marguerite si on est plus poétique, parce que l'idée c'est mutualiser services, mutualiser de la com, et qu'aujourd'hui ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir 2 franchises dans une ville et une autre à l'autre bout de la France. Question après, Loïc qui disait qu'il voyait peut-être, enfin, moi j'interprète comme un déficit de qualité de communication ou il voit des candidats plurimulti pas forcément reçus comme ils devraient l'être. Il pose la question, est-ce que c'est une aversion à ces profils malgré le discours accueillant ou est-ce que c'est un manque de process, on va dire, d'avoir une communication peut-être plus spécifique pour ces gens-là? Voilà, c'était un peu sa question. Est-ce qu'il y a Je pense que la plurifranchise, c'est très très récent. Hein. C'est né avec la crise Covid, on a très peu de recul dessus. Donc aujourd'hui, il y a une acculturation déjà en interne. Qu'est-ce qu'on permet de faire? Qu'est-ce qu'on permet de faire? Il y a une clarification du discours qui est importante. Et puis après, moi, je pense que l'idéal, c'est quand même l'organiser, notamment si on décide d'acter, c'est d'en fixer les contours. Qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas? Et voire de l'organiser. Si on dit on l'autorise, ça a sens lors d'une convention de dire on fait rencontrer des gens et des enseignes compatibles, ça s'organise en fait. Parce que c'est encore très récent, si ce n'est pas organisé, il peut y avoir des freins en interne, hein, parce que le développeur, il ne faut jamais oublier qu'un développeur, il est souvent primé sur ses ouvertures. Donc, on a beau lui dire que c'est une très bonne stratégie. Si aujourd'hui, lui, il voit ça comme des candidats qui potentiellement vont aller ailleurs, ça peut créer des problèmes. Donc, il y a aussi une revisite des stratégies de rémunération et d'accompagnement de ces développeurs. Parce qu'on peut dire, on met une belle stratégie, mais si les équipes dédiées, elles sont impactées par cette stratégie, elles feront tout pour que ça ne réussisse pas. Hein. C'est assez classique. Et il y a une question sur le sujet de la location-gérance, peut-être pour Jean-Marc. Pratiquer quand on a un certain nombre de succursales qui sont nécessaires, mais est-ce qu'on peut démarrer directement avec ce système ou est-ce qu'il y a d'autres mécanismes équivalents, peut-être Jean-Marc ou Olivier Mais il y a 2 écoles. Alors, bien évidemment, souvent, c'est que quand il y a des réseaux qui sont déjà intégrés et qui sont mis en location-gérance, où vous avez un restaurant ou une entreprise qui est déjà existante. Si vous voulez, avant, il fallait exploiter pendant 2 ans son commerce avant de pouvoir le mettre en location-gérance, c'était par la loi. Maintenant, ça, c'est plus d'actualité. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un commerce et le mettre en location-gérance rapidement, si vous voulez. À partir du moment où vous avez ouvert, vous avez créé la clientèle, je
vais pas dire un instant de raison, mais en tout cas, même si vous ouvrez pendant une semaine ou 15 jours, vous pouvez ensuite le mettre en location-gérance. Nous, on a des magasins intégrés, donc forcément, on met en location-gérance des magasins existants, mais on crée également ce qu'on a des candidats, quelquefois, qui sont dans des régions. On se rend compte que la plupart des candidats, en tout cas pour ma part, nombre des candidats ne sont pas mobiles géographiquement et pas déménageables. J'habite là, et puis finalement, j'ai ma famille, j'ai ma vie, et je monte un projet, mais autour de chez moi. Donc, à ce moment-là, nous, on est capable de construire une boulangerie, à la mesure où on trouve un local, on construit le projet, et on le confie au porteur de projet en location-gérance. Donc, il y a 2 écoles. Et parmi Nous, on retrouve tout à fait ça. Hein. Comme on dit avant, il y avait une loi qui a changé. Aujourd'hui, il y a plusieurs véhicules, notamment il y a par exemple 3 brasseurs. On trouve là, dès lors qu'on a un investissement très significatif dans la brasserie, 3 brasseurs, c'est la restauration, mais avec une micro-brasserie à l'intérieur, les investissements sont colossaux. Aujourd'hui, il y a 3 modules juridiques. Soit vous avez simplement accès au contrat de franchise si vous avez les fonds, soit vous avez 2 types de contrats, de la location à gérance avec investissement, c'est-à-dire que vous louez l'entreprise, mais le locataire gérant va quand même arriver à acheter une partie de l'entreprise, peut-être la microbrasserie, et puis vous avez de la location gérance pure, vous louez l'intégralité du fonds de commerce. Donc il y a vraiment plusieurs véhicules possibles. Il n'y a pas du tout l'obligation d'en avoir 10, 20, 30, 40 succursales, on peut le faire très tôt. Notamment, c'est un réseau qu'on accompagne qui s'appelle Otera, qui a créé en fait l'école des entrepreneurs pour ses salariés. Donc, il a pris un de ses magasins succursales qu'il a basculé en location-gérance. Et l'objectif, c'est que ses salariés prennent ce magasin en location-gérance, sans option d'achat. Et avec l'argent qu'il capitalise, il peut ouvrir un nouveau point de vente avec des conditions financières extrêmement intéressantes. Après, il y a d'autres véhicules. Hein. La franchise participative est aussi un véhicule alors qu'il faut utiliser avec beaucoup de prudence. La franchise participative, c'est quoi ? C'est le franchiseur va rentrer au capital du franchisé en apportant des fonds. Là, c'est quelque chose où il faut faire attention parce qu'il faut prendre des parts minoritaires, il faut organiser des plans de désengagement. Bref, il existe des véhicules. Après, les véhicules sont décriés. Je l'ai fait. Il y a certains franchisés chez qui nous avons des participations. Ouais, c'est arrivé. Voilà, donc c'est un véhicule qui existe, qui peut avoir aussi du sens. Il y avait la question du nombre de points de vente. C'est EasyCash qui fait ça, qui est intéressant. Il dit aujourd'hui, un franchisé peut avoir un certain nombre de points de vente, mais au-delà, il y a l'obligation que il y a un salarié qui rentre dans le capital avec une cession. Donc, ça peut être aussi des systèmes intéressants de cette franchise participative. Soit elle peut être organisée par la tête de réseau, soit elle peut être organisée aussi du franchisé qui va permettre à un de ses collaborateurs de monter en compétence, avec toujours un sujet sur lequel il faut être très vigilant, c'est de faire agréer le candidat par la tête de réseau, parce que souvent, c'est légitime, le contrat franchise est dans 99,9% d'un contrat intitulé personnel, donc il faut bien faire valider cette démarche au franchiseur au préalable. Ouais. Ça me permet d'enchaîner avec une question qui est intéressante, qui est en lien aussi sur la partie financement. En fait, le nerf de la guerre, c'est le financement. Est-ce que vous avez mis en place, et c'est vrai qu'on a trouvé le candidat, alors le recrutement, il faut trouver le candidat, c'est pas évident, mais en plus, il faut qu'il y ait le financement, sinon ça va pas aller plus loin. Est-ce que vous avez mis en place des solutions, des services spécifiques pour accompagner sur la partie financement? Je ne sais pas si Claire, par exemple… Alors, nous, on est un réseau où le niveau d'investissement est quand même assez faible, puisqu'on est à 65-70 K global, pour un projet en tout cas. Néanmoins, quand on se retrouve avec des jeunes qui ont très peu d'apport ou qui n'arrivent pas à faire jouer suffisamment la love money autour d'eux, etc., de toute façon, on a des partenariats bancaires, notamment avec Banpop, et puis on les oriente naturellement tous vers des courtiers. Voilà. Pour aussi les accompagner, parce que c'est pas toujours quelque chose que les gens savent faire, d'aller frapper à la porte d'un courtier, de le voir comme un partenaire et pas uniquement comme quelqu'un qui va vous manger tout cru. Enfin, je veux dire, il faut s'imposer aussi. Il y a un discours, il y a une posture à avoir. On essaye de les accompagner là-dessus aussi. Voilà, essentiellement des choses assez classiques pour l'instant. Olivier, c'est un sujet d'actualité chez vous, non ? Oui, c'est un sujet d'actualité parce qu'on a créé une société, une filiale FM Landing avec un acteur très connu dans le monde.
Ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment un sujet extrêmement critique du financement des franchisés. Plusieurs sujets, c'est bien. Rendre lisible son modèle économique, c'est souvent pas assez bien fait, dans les DIP notamment. Il faut rendre lisible son modèle économique, c'est extrêmement important. Le deuxième sujet qui est important, c'est de dire l'accompagnement financier, ce n'est pas qu'un prêt, c'est aussi la négociation des taux de carte bleue, des opérations de leasing. Ce n'est pas que le prêt, souvent on a ces limites, le financement après, mais quand on est dans une exploitation, on peut avoir des impacts importants en fonction de sa part de carte bleue sur des taux de commission, ça se négocie. On peut aussi alléger l'investissement par des opérations de leasing en disant le franchisé, il ne va pas tout acheter dans son restaurant, je vais mettre des opérations en leasing plutôt que sortir du cash. Bon, bref, il y a un vrai accompagnement sur l'ensemble de ces données-là. Et je clôturerai par ce dernier point, de ne pas sous-estimer aussi la dimension RSE. Aujourd'hui, les banques sont de plus en plus sensibles à la dimension RSE. Un dossier de financement sans RSE, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc, il y a la dimension RSE qui doit être établie par l'enseigne, mais il y a aussi un travail local de l'entrepreneur. Et je pense qu'il faut lui apprendre, en fait, à construire son dossier de financement. Le monde bancaire, en France, on a quand même une culture financière qui est assez faible. Les différentes crises l'ont montré. Donc, il y a vraiment un sujet, il ne faut pas hésiter dessus, d'accompagner le franchisé dans la compréhension de son système économique et dans la compréhension de son dossier bancaire. Souvent, c'est un sujet qui n'est pas traité. Les grands pôles in extenso fiducial proposent en fait dans leur offre d'accompagnement 2 jours de formation en moyenne. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette formation sur la compréhension financière. Parce que pour aller voir un banquier, il faut parler son langage, il faut décoder, il faut comprendre son système. Donc, il y a un travail un peu d'accompagnement qui peut être valorisé comme droit d'entrée dans l'accompagnement du franchiseur. Ok, merci beaucoup Olivier. L'heure tourne, on arrive au bout de cette masterclass. Il reste encore des questions, on n'a pu répondre à tout. Moi, ce que je vous propose éventuellement, s'il y a des questions, vous souhaitez prolonger les échanges, je pense que le plus simple, c'est de contacter Claire, Hugo, Jean-Marc, Olivier et moi via LinkedIn, pourquoi pas, continuer si vous voulez poursuivre les échanges. De toute façon, on vous envoie le replay prochainement, n'hésitez pas à le partager et n'hésitez pas également à nous faire vos retours sur le déroulement de la masterclass, il y a des choses à améliorer. Je suis toujours preneur des retours. Je vous dis merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci pour votre attention. Bonne journée. Excellente journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.